Conférence va maintenant être enregistrée. Alors, docteur Vallard, est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, quel type de recherche vous menez dans votre service, au niveau notamment des thématiques? Ben, bonjour et merci. Donc au niveau des thématiques, on est à 99% sur la thématique du cancer de prostate, qui est une des spécificités de notre île. On a un seul essai pour le moment qui est en cours de suivi au niveau du cancer du sein, qui est l'essai Bombis. Et puis au niveau de la nature de la recherche, on est aussi à 100% en interventionnel. La recherche épidémiologique est un petit peu portée notamment par les services d'urologie, mais donc en radiothérapie, on est complètement interventionnel. D'accord. Est-ce qu'il s'agit de recherche à promotion académique ou industrielle, du coup? Oui, pour le moment, on est là aussi à 100% sur de l'académique. On a eu des essais industriels par le passé, notamment en 2024, qui se sont clos, mais du fait notamment des surcoûts d'omiens, c'est quand même difficile d'être attractif pour des industriels pour le moment, sachant qu'on est arrivé à chaque fois sur des essais qui étaient en cours, donc qui n'avaient pas pris en compte a priori les surcoûts d'omiens. Ok. Au CHU de Martinique, qu'est-ce que vous pourriez décrire comme étant vos atouts, vos spécificités? Ouais, alors le principal atout, je dirais, c'est qu'on est le seul centre de radiothérapie sur l'île, qu'il y a un radiothérapeute de l'équipe dans toutes les RCP. On a une petite équipe, donc en fait la communication est assez fluide et quand il y a un essai clinique, on est sûr de screener 100% des patients dès les RCP, de laisser passer personne. Sur le plan technique, on a un plateau technique tout à fait comparable à ceux que nos collègues ont en métropole. Donc, on pratique toutes les techniques habituelles. Il n'y a pas de frein particulier de ce côté-là. Et sur le plan de la population, ben, on a le département qui est le plus âgé de France, donc avec un des taux d'incidence de cancer les plus élevés, et notamment le taux de cancer de prostate, un des plus élevés du monde. Je crois qu'on est dans le top 2. On est une île de 360 000 habitants, donc ça commence à faire quand même un potentiel de recrutement important au vu de l'incidence et de l'âge. Et par ailleurs, il y a une autre spécificité qui est qu'il y a un capital confiance envers les médecins qui est très important de la part de la population. Donc les patients nous suivent et quand on propose des inclusions dans des essais, la plupart du temps, ils nous disent on vous fait confiance, on vous suit. Et par ailleurs, c'est quand même une population qui est en demande d'égalité d'accès aux soins par rapport aux compatriotes de métropole et qui voit d'un œil plutôt positif le développement de l'innovation et de la recherche dans les territoires. C'est toujours ce qu'on a comme commentaire de la part des associations de patients et c'est ce qu'on a en consultation tous les jours. Super. Et à contrario, quelles sont vos principales difficultés? Vous avez parlé des surcoûts, mais quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer et en quoi on pourrait actionner des leviers pour y remédier? Alors, il y a plusieurs spécificités. La première, c'est au niveau médical, il y a un très fort turnover. Je pense que depuis 4 ans que je suis dans le service, on est entre 20 et 30 mouvements de départ arrivée de médecins pour un effectif cible de 6 temps plein. Donc ça nécessite quand même de bien identifier les profils qui sont susceptibles de rester avant d'impliquer des collègues en tant que co-investigateurs. Là, pour le moment, on est 2 co-investigateurs actifs. Cette forte variation des effectifs, elle se traduit par une forte variation dans la charge de travail. Notamment, on est souvent appelé à remplacer les collègues sur l'île sœur de la Guadeloupe. Et donc, le temps alloué à la recherche, il est très variable. Et il doit être quand même soigneusement évalué avant de se lancer, d'ouvrir des essais, de bien prendre en compte le temps que va nous prendre le monitoring et, euh, et la surcharge de temps pour les inclusions. Par ailleurs, le temps ARC est rare dans nos territoires. On a peu de gens formés et on a peu de postes ouverts. Donc nous, dans le département de radiothérapie, on a un demi-temps plein et je pense qu'on aura du mal à avoir plus. Et ça a pour corollaire immédiat qu'il y a un dépassement de fonction, une flexibilité qui est absolument nécessaire. Je fais forcément un peu ce que fait l'ARC, enfin je fais ce que ferait une ARC en métropole. J'envoie les images, voilà. Et l'ARC fait ce que ferait une chef de projet en métropole. Donc là aussi sur les études de faisabilité, elle nous apporte beaucoup. Enfin,
les rôles sont moins définis. Sur les difficultés rencontrées, si je dois être un peu plus spécifique, et essayer de hiérarchiser un peu. Du côté des promoteurs, il y a une grosse méfiance envers les CHU des Outre-mer, notamment suite à tous les remous qu'on a vécu après la crise du Covid et la situation financière qui est assez critique de façon chronique. Et donc, j'ai entendu il y a 3-4 ans que notre CHU était à genoux, que c'était risqué d'ouvrir des essais cliniques chez nous. Et donc ça, il y a un déficit d'image qu'il faut combler. Il faut prouver qu'on est fiable et qu'on est stable. Dans la stabilité, je vous parlais du turnover médical, mais ça nécessite quand même là aussi de bien identifier des interlocuteurs stables dans les autres intervenants qui vont être la pharmacie, l'imagerie médicale, les arcs. Alors ce que nous, on a réussi à faire au fil des années, mais qui a quand même été un travail de longue haleine. Il y a aussi un souci, je dirais presque de réseau scientifique, du fait qu'on a peu ou pas d'universitaires dans nos services. En l'occurrence, nous, en radiothérapie, on n'en a pas. Et que ça rend le réseautage scientifique et la participation aux sociétés savantes forcément un petit peu plus délicate. Et en plus, il y a le décalage horaire qui fait que pour les réunions, par exemple, dans les groupes de recherche où je participe, ça nécessite quand même de bloquer un créneau de 3 heures du matin à 8 heures du matin, une fois tous les 2-3 mois, quoi. Et la dernière chose, c'est que on a peu d'internes. Je termine sur la partie universitaire, mais on a peu d'internes, ce qui veut dire que la charge de travail, les consultations supplémentaires vont être assurées finalement quasi exclusivement par les médecins seniors, avec les problématiques de variabilité de surcharge de travail que j'ai évoquées tout à l'heure. L'autre difficulté financière, elle est financière. Enfin, l'autre difficulté, pardon, elle est financière. Et les surcoûts d'Omien ont été vraiment un problème réel pour l'ouverture des premiers essais cliniques, à la fois pour la recherche académique, à la fois pour la recherche industrielle. On est un petit bassin de population. L'éloignement coûte cher en termes d'envoi de médicaments, en termes de monitoring. Il y a le problème des douanes. Il y a des droits de douane qui doivent être réglés. Alors, je ne suis pas expert dans la matière, mais ça met du délai et des surcoûts. Globalement, le soin coûte à peu près 40% plus cher qu'en métropole. Donc, à tous les étages, pour payer l'arc, ça coûte plus cher. Pour envoyer les médicaments, ça coûte plus cher. On a la problématique des envois éventuels de biopsie ou de prélèvements biologiques qui, là aussi, doivent se faire à des atmosphères contrôlées. C'est pareil pour la pharmacie. Mine de rien, pour la pharmacie, garantir qu'un médicament sera conservé à moins de 20 degrés, c'est un problème. Avec les climats, l'humidité, les problèmes techniques qu'il peut y avoir au niveau des climatiseurs. Donc voilà, l'environnement, on va dire, ne nous aide pas. Et puis sur des choses un peu plus pratico-pratiques, il y a eu les difficultés financières de se faire financer du petit matériel dédié recherche, typiquement des ECG. Voilà, c'est des choses surmontables, mais qui ne se règlent pas du jour au lendemain. Pour la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier aux freins, je sais qu'il y a quasiment une réponse par territoire. On en a un petit peu parlé il y a quelques mois avec les collègues de La Réunion qui, voilà, eux sont considérés comme un territoire hors UE et qui ont tout un tas de problématiques pour se faire livrer des médicaments. Pour les collègues de Tahiti qui ont une législation qui n'autorise pas pour le moment la recherche sur la personne humaine, donc qui nécessite là aussi des problématiques législatives tout autres. Pour ce qui concerne on va dire les Antilles, il y a le facteur humain qui est primordial et je pense que si on n'investit pas sur le facteur humain dans nos territoires, on s'en sort pas vraiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un référent local. Typiquement, c'est le docteur Colomba chez nous, qui a un réseau d'influence et qui a de l'expérience pour choisir les essais à fort potentiel d'inclusion. Et il ne s'agit pas d'ouvrir des essais dans lesquels on ne va pas inclure. Ça serait suicidaire et se tirer une balle dans le pied.
Et en collaboration avec le référent médical local, il faut qu'il y ait un référent de la DRCI, là aussi avec un bon réseau et une bonne expérience, c'est le docteur Contaret, qui puisse conduire les dossiers en ayant l'expérience des points de blocage potentiels et pouvoir bien en amont lever les coûts, les surcoûts et pouvoir se mettre d'accord avec les promoteurs sur les subtilités domiennes. Le deuxième point primordial, c'est le fait de posséder une structure d'audit externe, parce que, en tout cas chez nous, ça aurait été bloquant si on avait dû faire venir des auditeurs de métropole payés par le promoteur. Le coût du billet d'avion et du logement sur place est prohibitif. Et donc le fait qu'on ait une structure d'audit externe a pu rendre possible l'ouverture d'essais cliniques. C'était un point qui était nécessaire. De façon un petit peu plus générale, je crois que pour remédier aux freins de la recherche dans les Outre-mer, il faut en ouvrir. C'est vraiment la stratégie de mettre le pied dans la porte. C'est que le premier essai est sans doute le plus difficile à ouvrir. Il faut être sûr de pouvoir inclure, mais ça permet de faire ses preuves et ça permet de mettre à l'épreuve justement les organisations de recherche, voir les forces et les faiblesses de nos organigrammes. Est-ce qu'on a un temps d'arc qui est vraiment suffisant? Est-ce que notre structure d'audit externe donne satisfaction? Combien est-ce que on peut inclure par semaine de patients? Tout simplement ça, juste en mettant pas en péril toute la chaîne de soins. Et en temps médical et en temps arc. Et ça, il faut l'éprouver en fait. On peut difficilement le préjuger à l'avance. Et donc, il faut ouvrir un premier essai. Et pour ça, souvent, ça veut quand même dire qu'on rentre dans des essais en cours de route qui n'incluent pas bien. Et donc, ça veut dire que les surcoûts domiens n'ont pas été pris en compte a priori. Et ça veut dire qu'on a besoin de faire appel au fond un cas pour dire on peut vous rendre service et ça vous coûtera pas plus cher, puisque en cours de route, c'est difficile pour les promoteurs de revoir le budget à la hausse. L'autre chose, c'est il faut, je pense, être présent dans les sociétés savantes qui construisent les essais cliniques à venir. C'est notre cas dans la prostate. Et j'ai bien vu la différence entre les essais où on est rentré en cours de route et puis les essais où on va candidater 1 an, 2 ans, 3 ans en amont et où là, c'est plus facile de faire prendre en compte les surcoûts domiens avant les soumissions au PHRC, au PHRCK, etc., etc. De pouvoir dire attention, il y aura la Martinique, la Réunion, la Guadeloupe, ça va coûter un peu plus cher pour eux. Donc voilà les principaux points que je pouvais vous décrire un petit peu pêle-mêle. Ok, merci beaucoup. C'était effectivement très complet, très intéressant et vous avez balayé des points que l'on connaît, mais d'autres qu'on connaît moins, notamment ces histoires d'acheminement de traitement, d'être considéré comme étant à l'étranger, de problèmes de douane. Et vous avez souligné au passage quelque chose sur lequel je voulais vous interroger, c'est le côté extrêmement positif de l'ouverture de centres par l'INCa, qui a pris en charge les surcoûts ultramarins voilà quelques années et encore maintenant, et qui a permis justement aux promoteurs académiques de casser ces préjugés et de mettre en place des essais, de mettre un pied dans la porte, comme vous le dites. Et donc, je pense que de ce côté-là, votre retour est évidemment extrêmement positif. Et Oui. je voulais signaler que vous avez été un investigateur très dynamique dans ce dispositif. Vous avez inclus pas mal de patients et je pense que votre retour en est très positif aussi. Oui, si je peux vous faire un petit retour là-dessus, pour nous, ça a rendu possible la recherche clinique en radiothérapie de façon claire et nette. Donc effectivement, c'est un retour très positif qu'on a à en faire. On a réussi à ouvrir, grâce à cela, 4 essais de phase 3, un essai de phase 2. On a inclus en 3 ans, j'ai les chiffres sous les yeux, là ça doit faire 38 ou 39 malades. Donc effectivement, ça a tout changé pour nous. On est passé de rien à, on a entre 1 et 2 essais ouverts en permanence dans le service. Et puis là où on est assez content, c'est que tous les essais qu'on a ouverts ont inclus.
qu'on a pu montrer que les patients nous faisaient confiance. Alors ça, c'est un sujet que j'ai peu abordé, mais ça a été un des questionnements assez systématiques des promoteurs, en disant, voilà, il y a chez vous le problème de la chlordécone, le cancer de prostate, il a été probablement en partie induit par des pesticides. On va proposer aux patients de participer à des recherches. Est-ce qu'ils vont pas nous dire je suis un cobaye, je ne veux pas participer à des recherches qui viennent de l'État français aussi, parce qu'il y a parfois une certaine défiance de nos populations envers l'État français. Ça nous a permis de dire, bah non, pas du tout, les gens nous font confiance et en fait, ils sont en demande de soins et en demande d'innovation. L'autre chose, c'est que on a rejoint des essais qui incluaient plutôt difficilement, un peu tard, et on est arrivé à montrer que, en arrivant 2-3 ans après tout le monde, en fait, on arrivait à mettre 15-16 malades dans les études, et ça a vraiment changé le regard sur nous. Et au vu des chiffres d'inclusion, quand ces essais ont fermé, les promoteurs et les professeurs qui designaient les essais nous ont dit « Ok, pour la suite de celui-ci, bien sûr, on vous réservera une place et on fera en sorte que vous soyez pris en compte dès le début et dès la rédaction de l'essai. » Et ça a tout changé pour nous, en fait, et ça a permis que dans les essais à venir et ceux qu'on ouvrira, j'espère, en 2026, 2027, on puisse être indépendant de ce fonds 1K, mais qui nous a vraiment permis de nous mettre le pied à l'étrier et de rentrer, entre guillemets, dans la cour des grands, quoi. Je pense que le fait d'avoir pu participer à ces essais était important pour nous parce que ça nous a permis de rester dans le bon wagon des techniques médicales, à savoir qu'en radiothérapie, les techniques de pointe sont d'abord mises en place dans les essais cliniques et puis après elles sont mises en place en routine, mais il y a un gap de presque 5 à 10 ans généralement derrière. Et le fait de pouvoir participer à ces essais cliniques nous a permis de rester dans le bon wagon technologique et justement d'implémenter dans le service des techniques de pointe qui bénéficieront après aux patients hors essai bien avant tout le monde. Et je pense que c'est un des critères d'attractivité aussi qui est important, on parlait du turnover, mais mine de rien, pour attirer à la fois les seniors, à la fois les internes et même les manipulateurs radio, de dire on est un centre certes loin, mais on participe à cette phase 3 que vous connaissez en métropole, qui sont bien établis, et on a un service qui inclut, qui participe, qui est dynamique. C'est un effet très rassurant en fait pour les médecins jeunes ou moins jeunes qui nous rejoignent. Ils ont quand même la sensation qu'on n'est pas coupé de la métropole et qu'ils ne vont pas aller s'enterrer à 8000 km de tout le monde. Donc voilà, je n'ai que des louanges à tresser concernant le fonds 1K qui a vraiment permis, encore une fois, je termine là-dessus, de rendre la recherche clinique possible dans notre service de radiothérapie en Martinique. Ok, je vous remercie beaucoup.